actualité un petit peu chargée et dramatique, hein, finalement, avec cette histoire des Gilets jaunes. Bon, des gens qui portaient donc des Gilets jaunes ont agressé verbalement, insulté, quasi lynché un philosophe juif, un académicien, un symbole de la République française. Comme a dit le président Macron, c'est le symbole de ce que la République peut offrir à des gens. C'est un petit-fils d'émigré polonais qui devient un académicien, et donc finalement un des porte-parole de la langue française, d'accord, qui est agressé. Donc c'est un symbole qui a été agressé. Comme Simone Veil a été agressée, la sépulture, enfin l'image, pardon, de Simone Veil, donc, a été taguée avec une croix gammée. Donc on est dans cette actualité qui a remué toute la classe politique, la classe médiatique, qui a remué les consciences, qui a fait réfléchir des gens. On est là. Alors, quelques considérations importantes sur cette histoire des Gilets jaunes, et finalement, comment est-ce que nous, on regarde ce phénomène à partir du Beth Midrash. C'est très intéressant de voir que le pouvoir et les Gilets jaunes partagent une idéologie commune, qui est finalement l'idéologie de l'intransigeance et finalement du refus de regarder l'autre. Alors, commençons d'abord par le pouvoir. Nous, on a des repères concernant le pouvoir. Par exemple, dans la Torah, la première fois qu'il s'agit de confier le pouvoir à quelqu'un d'autre que Moshe Rabbeinu, que Moïse, qu'est-ce qui est indiqué là-bas? Il y avait deux prophètes, deux personnes, Eldad et Médad, qui prophétisaient dans le camp. Ils disaient, voilà, Moshe Rabbeinu, Moïse, notre maître, ne va pas entrer en Eretz Israël. Alors, Yoshua donc va s'énerver. Yoshua, l'élève par excellence de Moshe Rabbeinu, il va dire, Adoni Kelaim, il faut les exterminer. D'accord? Et là, dans cet épisode, au cours de cet épisode, on va dire, il faut choisir donc quand même des leaders, des gens qui seront des leaders dans le peuple juif. Et là, c'est intéressant parce qu'on va choisir Ish Asher Ruach Bo. La Torah nous dit que la personne qui peut diriger le peuple juif, c'est une personne Sheesh Ruach Bo, c'est-à-dire qui a un esprit en elle. Et Rashi explique, c'est quoi cet esprit qu'elle a en elle? Chez Oler Kedeged Rucho Shel Kol Echad Ve'echad. C'est une personne qui est capable d'aller contre l'esprit de chacun. C'est capable de dire non à tout le monde. Un bon leader, c'est quelqu'un qui a une idée, qui a un projet, qui a une vision, et qui est capable de dire à 1 million de personnes, non, ce que vous voulez, on ne peut pas vous le donner, c'est pas bon. Mais dans quel cadre, dans quelle case, dans quel carré ça se situe, cette capacité à résister au projet de chacun, à l'envie de chacun? Dans quelle case ça se situe? Ça se situe dans la case de la compassion. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, par exemple, quand Dieu vient et lui dit, voilà, les Bnei Israël ont fauté, donc je vais les détruire, ils ont fait le veau d'or. Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Il dit, Mecheneni misifrecha, il dit, tu m'effaces de ton livre. Si tu détruis le peuple juif, tu m'effaces avec. Moshe Rabbeinu, Moïse, c'est le défenseur par excellence du peuple juif. C'est le défenseur intransigeant du peuple juif. Donc c'est la compassion absolue. Ça veut dire que le dirigeant juif est d'abord quelqu'un qui sait faire preuve de compassion et en même temps qui sait endurer les reproches et qui sait endurer les situations de conflit. Mais d'abord, c'est quelqu'un qui est dans la compassion. Effectivement, ça, c'est des choses qu'on n'a pas vues. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on entend du côté des Gilets jaunes? C'est absolument incroyable. Pas d'élite. Non à l'élitisme, non aux élites. C'est tous des pourris, c'est tous des nuls, on n'a pas besoin d'hommes politiques, pas besoin de députés, pas besoin de sénateurs. Un leader, par exemple, des Gilets jaunes, qui dit « Oh, vous savez, nous, on est des gens du peuple, on dit notre idée, et on retourne au café du commerce. » Mais justement, ceux qui dirigent l'État, ils ne sont jamais retournés au café, lui, ils sont retournés à leur livre. C'est des gens qui ont fait des études, c'est des gens qui ont réfléchi. Il faut des élites dans un pays. Et ces élites, contrairement à ce que pensent les Gilets jaunes, ne sont pas des élites d'héritage, ce sont des élites du mérite, c'est des gens qui ont travaillé, ils ont passé des examens, c'est des gens intelligents et travailleurs. Il y a tellement de gens qui sont intelligents mais qui font rien de leur vie, parce qu'ils ne sont pas travailleurs. Et il y a des gens qui sont très travailleurs mais qui n'arrivent pas à grand-chose, parce qu'il leur manque de l'intelligence. Eux, ce sont des gens intelligents et travailleurs. Que serait le peuple juif, on peut dire entre nous, sans Raphaël Kanevski, sans Rav Ovadia Yosef, sans le Ben Ishraï, sans Moshe Rabbeinu, sans Moïse? Il y a bien des élites, il y a toujours des élites. Et en général, les vraies élites, ce sont des gens qui ont travaillé pour arriver là où ils sont. Donc ce discours qui consiste à dire on est tous égaux, il n'y a pas d'élite, il n'y a rien. Et ce deuxième discours qui consiste à dire donnez-nous ce qu'on a, ce qu'on veut, parce qu'on a faim, parce qu'on a besoin d'argent, parce qu'il faut satisfaire nos besoins, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, et de toute façon vous êtes des nuls, et de toute façon vous disparaissez après, et donnez-nous ce qu'on veut, après vous disparaissez, on ne peut plus vous voir, vous êtes tous des pourris, on va vous cannibaliser, vous disparaissez. C'est-à-dire ce discours finalement dans lequel l'autre n'existait pas, il n'existe pas, il n'a pas le droit d'existence, il n'a pas de légitimité, et en plus de ça, je ne suis pas capable de l'écouter, et en plus de ça, je vais substituer à cet ordre, qui est l'ordre finalement des élites qui gouvernent un pays, un ordre quoi? L'anarchie? Pas du tout. Ce qu'on va substituer, c'est le totalitarisme. Alors on a un exemple dans la Torah de ça, c'est Korach. On a un monsieur qui s'appelle Korach. Dans le livre des Nombres, dans Bamidbar, là-bas, il y a un texte, il y a une section hebdomadaire qui est entièrement consacrée à ce monsieur-là, qui un jour s'est levé et a dit, eh ben voilà, Kol Haeda Kulam Kedoshim.
tout le peuple juif dans son entier, est formé de gens qui sont égaux. Tout le monde était au Mont Sinaï. Alors il n'y a pas de Moïse, il n'y a pas de... Mais Korach, lui, en attendant, lui voulait devenir le chef. C'est-à-dire que derrière ce discours soi-disant égalitaire, en vérité, il y a quoi? Il y a du fascisme, il y a du totalitarisme. Il y a finalement une incapacité à tolérer l'autre. Alors, on voit dans cette rencontre, finalement, où finalement on est aujourd'hui dans une situation bloquée, on voit finalement d'abord une idéologie qui est celle en fait des réseaux sociaux. Parce qu'il y a une idéologie des réseaux sociaux. L'idéologie des réseaux sociaux, c'est je viens vomir mon truc, je viens émettre mon petit rot, mais je n'écoute pas les autres, je ne communique pas avec les autres. En vérité, je ne donne pas du tout le droit à l'autre d'exister. Moi, d'abord. D'abord, moi, je plante ma tente, d'abord, moi, je dis ce que j'ai à dire. Ça développe une espèce de maladie de l'ego, une espèce mais de cancer de l'ego, dans lequel finalement les gens doivent avoir des likes, ils doivent être entendus, tout, etc. Donc on n'est plus du tout dans un univers d'échange, on n'est pas du tout dans un univers où l'autre va exister physiquement, il est là, devant moi. Donc on voit bien même dans l'étude de la Torah, il n'y a rien qui peut remplacer l'étude de la Torah avec un binôme, c'est-à-dire quelqu'un qui est là, avec qui j'échange, et un rave qui me dit si je me suis trompé ou si je ne me suis pas trompé. Rien ne peut remplacer l'étude de la Torah dans un Beth Midrash, dans un centre d'études, avec un maître qui est là physiquement, et avec un groupe de gens. La Torah s'acquiert, entre autres, par 48 midot, dont une s'appelle Pilpul Chaverim, c'est-à-dire de discuter avec des gens qui sont physiquement présents, là, au moment où je discute. Alors, Yosef, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais s'ils étaient là maintenant avec moi, devant moi, et qu'on discutait, je pourrais aussi les convaincre. Donc ça existe, cette dimension de la relation à l'autre. Et là, c'est quelque chose qui a complètement disparu. Donc c'est la porte ouverte à la violence, à l'anarchie, au totalitarisme, c'est la porte ouverte au blocage, c'est la porte ouverte, en fait, au refus absolu de voir l'autre, au refus absolu de négociation, c'est ce qui amène à la situation qu'on va vivre aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe après derrière? Derrière apparaît, de manière très inquiétante, un phénomène d'antisémitisme. Alors comment il apparaît, cet antisémitisme? Si on regarde un petit peu ce qui se passe du côté des meilleurs des Gilets jaunes, on voit des gens qui, finalement, parmi toutes les causes de la situation, ne vont pas avoir de problème, vont dire il y a les banques juives. Alors, peu importe maintenant si les responsables de la situation sont des oligarchies financières qui n'ont rien de juif, c'est des Européens, c'est des Américains, c'est des Français, c'est la Banque de France, c'est qui vous voulez, c'est une politique gouvernementale, c'est des choix gouvernementaux, c'est des choix économiques, des choix sociaux, non, c'est pas grave. Parmi tous ces gens-là, il y a des juifs. L'autre côté, il y a l'obsession antisémite. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ces manifestations débouchant sur la violence peuvent après déboucher sur l'agression et le quasi-lynchage d'un intellectuel clairement identifié comme étant un intellectuel juif. Pourquoi, à un moment donné, ce mouvement débouche sur, même dans ses marges, même si c'est dans ses marges, mais il débouche sur un discours antisémite d'une partie du mouvement, ça n'a pas d'importance. Pourquoi est-ce que l'air se remplit d'antisémitisme? Pourquoi est-ce que ce bateau-là, il prend l'eau de tous les côtés? Pourquoi? Alors de ce point de vue-là, il y a quelque chose de très intéressant. Alain Finkielkraut lui-même, quand il a réagi, il a beaucoup stigmatisé l'antisionisme qui vient de l'extrême gauche, qui vient des salafistes, qui vient du djihadisme, qui vient de l'islamisme. Il a dit aujourd'hui, sous couvert d'antiracisme, en vérité, on attaque le juif. C'est-à-dire que tout le discours totalitaire, tout le discours antisémite se part du blanc manteau de l'antiracisme. Et quand on a essayé de le faire réagir sur l'antisémitisme d'extrême droite, il l'a complètement écarté. Là, je pense que c'est une erreur, parce que le discours des propagandistes de la haine sur Internet, on ne va pas citer leur nom, parce qu'on ne va pas leur donner de la force. Quand on cite le nom de quelqu'un, on lui donne de la force. On ne va pas citer leur nom. D'accord? Le discours de ces gens-là, aujourd'hui, il est relayé par des vidéos qui sont vues par 200, 300 000, 400 000 personnes. Ça rentre dans les têtes. Et ce discours-là est un discours sur les banques juives, sur le pouvoir juif, sur le pouvoir de l'argent juif. C'est un discours antisémite classique, comme on le trouve dans le protocole des Sages de Sion, qui est un grossier faux antisémite fabriqué par la police tsariste, à Paris d'ailleurs, au début du XXe siècle, comme on le trouve dans la propagande nazie, dans la propagande pétainiste, dans la propagande d'extrême droite. On le trouve partout. Donc il y a aujourd'hui cette résurgence qui vient de partout. Pourquoi cette résurgence surgit de cette manière? Pourquoi est-ce que tout cela revient de cette manière? Alors, politiquement, ça s'explique. C'est parce que cette parole s'est complètement libérée. Cette parole, elle s'est complètement réinstallée, et au niveau social, elle a une légitimité. Au niveau politique et au niveau juridique, au niveau judiciaire, elle n'a pas de légitimité. Mais au niveau social, elle a une légitimité pleine et entière. Ce sont des millions de gens qui pensent comme ça. Si on additionne des gens qui sont à l'extrême gauche, des gens qui sont à l'extrême droite, des gens qui sont des islamistes,
plus tous les autres qui ne sont rien de tout ça, mais qui entendent tout ça et d'une certaine manière adhèrent, c'est-à-dire qu'on a des millions de gens qui sont sur ce schéma-là. Donc politiquement, tout ça s'est réinstallé parce qu'il y a une libération de la parole. Mais plus profondément, tout ça s'est réinstallé aussi parce qu'il y a eu un affaiblissement de la parole. Le discours aujourd'hui, il est beaucoup fait de gros mots, il est beaucoup fait d'interjections. Il s'est beaucoup affaibli. On a même moqué parfois le discours des hommes politiques en disant qu'ils ne savent pas très bien parler le français. Quand il y a un affaiblissement de la parole, c'est comme si en quelque sorte il y avait un affaiblissement de la complexité, de la description de la complexité des phénomènes. Tous les présidents de la République, tous les ministres, tous les hommes politiques, toutes les élites politiques sont toujours été des gens qui ont dû faire de gros efforts pour communiquer, expliquer de manière simple des choses qui étaient complexes. Aujourd'hui, on doit faire des gros efforts pour dire de manière grossière ce qu'il aurait fallu exprimer de manière un petit peu plus fine. Donc ça veut dire que le discours, en fait, qu'est-ce qui reflète le discours sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Il est bourré de gros mots, et notamment de gros mots qui sont liés aux parties anales ou aux parties génitales, c'est-à-dire qui sont liés à des fonctions primaires ou à des pulsions premières. C'est-à-dire que, même dans les insultes dont Finkielkraut a été l'objet, il y a beaucoup de références à des fonctions anales. Psychanalytiquement, ça signifie une chose très simple. Ça veut dire que non seulement on ne veut pas réfléchir, mais on délégitime la réflexion. Parce qu'en fait, au travers de cette agression, c'est aussi l'intellectuel qui est attaqué, c'est-à-dire la personne qui réfléchit. Et là, c'est intéressant parce que, de manière plus profonde, le juif, par exemple, pourquoi Macron est accusé d'être un talmudiste? Le Talmud, c'est l'archétype du livre dans lequel on réfléchit. Le juif, c'est quelqu'un qui doit réfléchir. On lui a donné une Torah, on lui a donné un texte, on lui a donné une juridiction avec. Il a reçu tout ça en même temps. Il doit beaucoup réfléchir pour comprendre ce qu'il est, ce qu'on veut de lui et ce qu'il doit faire dans le monde. Il doit beaucoup, beaucoup réfléchir. Donc, il devient l'archétype de la différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le discours, qui est un discours d'injure, un discours primaire, c'est un discours avec lequel le juif ne peut pas fonctionner. Parce que le discours d'un juif... Alors, quand on parle d'un juif, on parle d'un juif de Torah, on parle du discours de la Torah, on parle de ce que le judaïsme véhicule dans le monde, on parle de ça, évidemment. Il y a des juifs qui sont très grossiers et qui parlent n'importe comment. On parle ici de ce qu'on doit véhiculer dans le monde. Évidemment que nous, on ne fait pas bon ménage avec ça. Et donc, évidemment, qu'on devient visé aussi par ce discours, plus profondément. Last but not least, finalement, le sentiment qu'on a aujourd'hui, c'est finalement que le judaïsme français est assis sur un baril de poudre. Depuis 1999, depuis qu'on a commencé à brûler des synagogues, puis après on est passé aux agressions, 60 000 juifs ont déménagé. Certains sont venus en Israël, d'autres ont bougé d'une banlieue à l'autre. 60 000 juifs ont déménagé, ne pouvaient plus habiter dans certains quartiers. Okay. Ensuite, progressivement, il y a même des secteurs d'activité dans lesquels c'était pas génial pour le juif de se retrouver. Parce qu'il a rencontré des gens... voilà, bon. Et puis, on voit qu'il a dû se regrouper dans certains quartiers. Les juifs doivent se regrouper dans certains quartiers. On voit qu'il y a une certaine incompréhension, là c'est le militantisme laïque, qui fait qu'il y a une certaine incompréhension aujourd'hui entre le judaïsme et les élites laïques du pays. Donc on voit ici qu'on a affaire à un bateau qui prend de l'eau de toutes parts. C'est-à-dire qu'on est dans un univers ici qui est un univers de délégitimation sociale, plus tard de délégitimation spirituelle. C'est-à-dire que spirituellement, culturellement, il y a une délégitimation du judaïsme, cette fois-ci. Et ça, c'est quelque chose de très partagé, qui n'a plus rien à voir avec l'antisémitisme, mais qui est beaucoup plus profond que l'antisémitisme. Donc, on est aussi sur un baril de poudre, parce que ça se traduit également par des agressivités comme celle qu'on a vues contre Alain Finkielkraut, mais ça se traduit sur les réseaux sociaux par des injures et des insultes à n'en plus finir, par des menaces de mort, par des agressions physiques. Donc on voit qu'il y a ici l'installation d'une violence qui est une violence physique. On n'est plus seulement dans la violence politique, dans la violence verbale, on est dans une violence physique. Ça veut dire qu'on est assis sur un baril de poudre. C'est-à-dire qu'on est assis dans une situation aujourd'hui où finalement, à Dieu ne plaise, quelle est l'étape suivante? Alors les politiques le comprennent parce qu'ils comprennent très très bien que l'histoire nous a montré que quand on s'attaque aux juifs, en fait on s'attaque à tout le monde derrière, ils le savent. Mais malgré tout, on est extrêmement sceptique parce qu'on se demande finalement quelles mesures ils vont prendre, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Comme le dit une fois un intellectuel juif, finalement cet antisémitisme aujourd'hui, il a progressé dans les têtes. Il est là, il est installé dans les têtes. Et que des centaines de gens puissent se livrer à une agression comme celle qu'on a vue, des images physiquement intolérables,
à l'égard d'intellectuels juifs, comme Alain Finkielkraut, ça montre qu'on est descendu très très bas. Et là, je pense qu'il y a matière à réfléchir. Et d'ailleurs, il y a un intervenant qui l'a très bien dit dans un débat public, un journaliste politique a très bien dit, il ne faudra pas vous étonner si les juifs, après, déménagent. Déménagent, c'est-à-dire qu'ils quittent la France. Il ne faudra pas s'étonner qu'il y ait des gens qui quittent la France. Si c'est ça la France aujourd'hui, il ne faudra pas s'étonner. Donc il y a matière à réfléchir, je pense, aujourd'hui pour nous tous, à la fois sur notre place dans le monde, en général, ce qu'on a à y faire. Qu'est-ce que le juif a à faire dans le monde? Et pourquoi il dérange tellement? Et puis, d'une manière plus particulière en France, où là, visiblement, la situation est encore une fois descendue d'un cran. Et contrairement à ce que l'optimisme, l'éternel optimisme, et il en faut finalement, des juifs nous enseignent, en général, ça empire. En général, ça empire. Et finalement, ça empire. On voit que ça a empiré. Donc, où ça va aller, on ne sait pas. Mais on voit qu'on est ici dans une courbe de violence qui n'arrête pas de monter. Donc, c'est à réfléchir pour chacun d'entre nous.